Le replay d'Olympique Sorare avec dans ce numéro Alex De Castro, un journaliste passé par RMC Sport que maintenant vous retrouvez sur YouTube, sur sa chaîne Twitch en indépendant, qui fait aussi les Ligue 1 Legends sur la chaîne Twitch de la Ligue, où il est avec Samy, qui est notre deuxième invité, MotoGP, qui est dans le club des 5. Voilà, deux experts football pour nous parler de leur approche de Sorare. Il y en a un qui joue, il y en a un qui joue pas du tout mais qui s'y intéresse. Je vous laisse découvrir dans cet épisode qui est qui. Juste avant, vous avez le petit code d'affiliation en dessous pour faire cette aventure Sorare avec le Phocéen, nous raconter ça pas à pas, venir dans l'émission avec nous, ça sera un grand plaisir. Bon visionnage. Salut à tous et bienvenue sur Olympique Sorare, votre rendez-vous avec ce jeu de fantasy football hebdomadaire sur le Phocéen. Ravi de vous retrouver. La semaine dernière, j'étais à Rotterdam pour ce Feyenoord Olympique de Marseille. La manche numéro 2, c'est ce soir au stade Vélodrome. Mais avant, notre petite page de Sorare, voilà, pour essayer de, de pas faire trop monter la pression de suite, pas trop se mettre dans le match, comme ça, bêtement, le rejouer et perdre tout l'influx nerveux dont on aura bien besoin dans quelques heures. Donc voilà, c'est bien. Et puis en même temps, ça peut permettre aussi de parler de cette Game Week. Voilà, tiens, avant de commencer l'émission, regardez, je résiste pas au plaisir d'aller chercher, sur la Game Week de ces jours-ci, de ce milieu de semaine. Regardez en limited, voilà, vous le voyez en Champion Europe, Mandanda, Saliba, Gerson, Bamba Dieng et Dimitri Payet. Il y en a un ici qui avait bien compris que Sampaoli allait pas mettre Milik et Bamba Dieng et qu'il a validé dès mardi midi. Voilà, c'est tout, c'est moi, c'est comme ça. On espère, on verra bien si cette info se confirme. En tout cas, voilà, on va voir ce que cette équipe donne ce soir. Oui, j'ai mis Payet capitaine. Voilà, j'ai bon espoir de voir un peu ce que ça donne. Et donc, pour cette émission, je suis très heureux d'accueillir un journaliste, tout comme moi. Alors, on ne supporte pas le même club, mais on a la même passion, comme on dit. C'est Alex De Castro. Alex, t'es avec moi? Comment ça va? Je suis là, Romain, comment tu vas? Écoute, très heureux de te retrouver sur ce format pour parler de Sora, parce que je sais que, j'ai vu passer quelques-uns de tes tweets, je sais que tu joues aussi. Ah mais mec, moi ça fait un peu plus d'un an que je suis dessus, je suis à fond. Je suis totalement à fond. Voilà, C'est on est tous dans la même merde. Je rigole, j'aurai beaucoup de plaisir, voilà, mais ça nous permet de le rappeler dès le début de cette émission, ne jouez bien sûr. Fixez-vous des limites, ne jouez que ce que vous pouvez perdre, voilà, toujours très important. Effectivement, voilà, il faut bien rappeler que ça doit rester un jeu et on doit pouvoir se permettre de vivre ça de manière assez fun. Alex, avant de démarrer cette émission, j'aime toujours prendre le temps de présenter un peu les invités, parce qu'il n'y a pas que Sorare dans la vie. Alex, tu es journaliste. Moi, je t'ai connu en tant que... Voilà, on va parler de l'expérience utilisateur, comme on dit. Moi, je t'ai connu aux commentaires de match. Des fois, je regardais des matchs sur RMC Sport et tu étais aux commentaires de match. Je me suis dit, ah tiens, je reconnais. Je me suis pris, des fois, on reconnaît un commentateur et puis on reste, on suit un peu le truc. Donc, je t'ai suivi là-dessus. Et puis après, j'ai vu que tu te développais sur pas mal de... À côté de ça, tu arrivais à développer pas mal de formats par toi-même, quoi. Tu fais partie de ce qu'on appelle cette nouvelle génération qui sait un peu être autonome et proposer un produit fini tout seul. C'est ça, la nouvelle génération de trentenaires, Voilà. Cette génération de millennials qui a grandi avec Internet. Ouais, comme tu l'as dit, c'est vrai que j'ai travaillé pendant pas mal d'années pour RMC Sport, donc en tant que commentateur, en tant que journaliste aussi, j'avais pu travailler sur d'autres formats, un peu de reportage notamment, un petit peu de plateau aussi à quelques occasions, mais mon boulot c'était vraiment commentateur. Et depuis à peu près 3 ans dorénavant, je me suis, comme tu l'as très bien expliqué, développé de mon côté parce que j'ai toujours
grandi moi avec YouTube, les réseaux sociaux. J'ai toujours été très client de ces plateformes et j'ai toujours voulu me lancer. J'aurais aimé même le faire plus tôt, mais je voulais d'abord réussir dans mon métier et après voir pour me développer sur des projets qui me faisaient un petit peu plus kiffer. Et j'ai la chance que ça ait bien pris. Et aujourd'hui, avec YouTube et Twitch, je vis pleinement de ça. À tel point que dorénavant, en fait, je ne travaille plus pour des médias classiques. Je ne travaille plus avec RMC. J'ai pu aussi avoir d'autres collaborations avec d'autres médias, européens notamment, SoFoot. Aujourd'hui, je ne me consacre plus qu'à ma chaîne YouTube, ma chaîne Twitch, et je m'éclate totalement. C'est génial en termes de... Enfin, moi, j'aime beaucoup cette idée-là d'arriver voilà, à se développer voilà, par soi-même. Sans rentrer dans les détails, tu as fait aussi un reportage il y a quelques jours. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec à l'aide d'un partenaire qui est le même que celui du Phocéen, donc tout va bien, c'est Paris On Sport. Tu es parti à Liverpool. Je suis parti à Liverpool. Le reportage va sortir ce week-end. En fait, avec Paris On Sport, on a convenu en fait pour la production de 3 reportages. On en a déjà fait 2, un sur le derby de Séville, un sur le Classico espagnol, donc Madrid-Barça au Bernabéu. Et là, donc, on termine cette petite série de reportages avec le derby de Liverpool entre Liverpool et Everton. En dehors du Classico, évidemment, ça ne se refuse pas, mais c'est vrai que j'ai plutôt ciblé en fait mes reportages sur des derbys avec des équipes assez prestigieuses, mais dont on ne parle pas assez, dont on ne connaît pas forcément la teneur de la rivalité en France. Quand on va parler de rivalité de Liverpool, par exemple, on va plutôt parler de la rivalité avec Manchester United. J'ai préféré m'intéresser à celle d'Everton, à celle avec Everton. Et donc, je suis vraiment très très content d'avoir pu produire ça. Mais c'était le but en fait, à la création de cette chaîne YouTube et de cette chaîne Twitch, c'était aussi d'avoir une liberté totale sur ce que je veux faire, produire, pouvoir varier les formats. Si j'ai envie de faire de l'analyse en face cam, je peux. Si j'ai envie de faire du reportage, je peux. Si j'ai envie de faire du live pour pouvoir interagir avec mes abonnés, je peux. Faire du micro-trottoir. Bref, les possibilités sont assez folles sur le digital. Et aujourd'hui, c'est là clairement que je m'épanouis le plus. Est-ce que tu penses que... parce que voilà, tu es basé sur Nice. Non, je suis à Paris. Tu es à Paris, je vis à Paris. Voilà, je suis niçois, je vis à Paris. Voilà. Tu es un grand fan de l'OGC Nice, même en étant à Paris. Ce que je veux dire, c'est que je vais pas me faire des copains sur le chat. Oui, écoute, non, tu sais, on a reçu... Mais je sais pas toi, je te pique un peu ta place, mais je vais te poser une question, mais... Ce retour de la rivalité entre Nice et Marseille quelque part, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle? Est-ce que ça remet pas un petit peu de piment à ces matchs-là? Moi, ça me plaît ces ambiances. Je suis totalement... moi, ce que j'aime, c'est quand il y a une rivalité qui est liée au sportif. Je le dis, pour moi, Paris, ça concerne plus l'Olympique de Marseille. Et je trouve que Nice, avec son développement, et Lyon, bien évidemment, il y a une rivalité sportive. C'est-à-dire que quand Nice ou Lyon, tu regardes en tant que supporter marseillais, Nice et Lyon, entre guillemets, t'es content de les voir perdre un week-end, comme j'imagine un Niçois ou un Lyonnais est content de voir perdre un Marseillais parce qu'il sait que ça a un impact direct sur son classement à lui. Moi, voir Paris perdre, bon, à part en Ligue des Champions, parce que ça, c'est aussi de voir un projet, machin, c'est toujours sympa, mais ce que je veux dire, c'est que voir Paris perdre en championnat, par exemple, je me dis pas, c'est bon pour nous. Voilà. Alors que quand je vois Nice, Lyon, je sais qu'on est à la lutte, je sais qu'effectivement, ça peut être bon pour nous. Donc on est dans cette rivalité-là totalement. Derrière toi, il y a un petit objet. Alors, il y a Vegeta, mais à côté, il y a un petit objet YouTube argenté, là. Ça a l'air très joli. Tu peux nous dire ce que c'est? C'est le trophée que remet YouTube à ses créateurs quand ils atteignent les 100 000 abonnés. Trophée, donc je suis assez fier, je suis assez content, d'autant plus que je m'attendais pas à ce que ma croissance sur YouTube aille aussi vite quand je me suis lancé. Donc c'est une vraie fierté ce petit trophée, très très content de l'avoir. J'espère un jour avoir le doré, celui pour le million d'abonnés. Bon, je pense qu'il y a encore pas mal de boulot, mais très content de l'avoir ce petit trophée. Écoute, on te le souhaite. Tu vois, je parlais de Nice en te disant, je pense que à terme,
la communication, par exemple, de l'OGC Nice se dit, tiens, si on a une interview de joueur à donner, c'est peut-être plus intelligent de contacter Alex, de voir un peu et de le faire passer sur sa chaîne YouTube. Au final, on touchera une audience plus large que, je suis désolé, je ne vais pas me faire des amis, mais par exemple, l'édition de Nice Matin, si on prend le nombre de journaux lus par Nice Matin, c'est moins que tu as d'abonnés toi sur ta chaîne YouTube. Donc, j'ai pas les chiffres, mais c'est possible. Ouais. Après, alors, ta logique est assez implacable. Après, effectivement, pour Nice, ça pourrait être intéressant, et pour moi, ce serait tout à fait intéressant également. Maintenant, je suis youtubeur, j'ai pas de problème avec ce terme-là, mais je suis journaliste avant tout. Nice, ça a beau être le club, mon club de cœur, comment dire. Si un jour un format devait se faire avec l'OGC Nice, ça sera pas forcément format partisan. Ça sera pas un format partisan, et je serai toujours aussi intraitable et objectif dans ma manière de traiter l'information. Le journaliste de Nice Matin, il est aussi supporter de l'OGC Nice. Après, ils sont très bons. Je les connais et ils sont très bons. Il veut que son club gagne, donc il pointe ce qu'il faut pour que son club progresse. Comme on le fait au Phocéen, évidemment, avec l'Olympique de Marseille. Oui, voilà, t'es dans ce cas-là, quoi. Mais on ne dit pas que tout est beau, tout est rose, parce que justement, le but, c'est que ça se traduise à terme. Donc, quand il y a quelque chose qui va pas... Il faut que ce soit constructif, quoi. Voilà, quand il faut tirer la sonnette d'alarme, on n'hésite pas à le faire. Parce qu'on se dit que c'est le bien, comme tout supporter qui veut le bien de son club, évidemment. On en vient, Alex, à Sorare. Comment tu as basculé? Moi, ça me surprend pas, dans le sens où on le dit, et c'est utile de te présenter dans ce sens-là. On voit que tu es un mec ouvert et pas réfractaire à ce qui se passe de nouveau. Donc forcément, quand tu as vu débarquer le truc Sorare, tu t'es dit, tiens, ça vaut le coup de s'y intéresser. Comment tu as vu ça? Comment tu en as entendu parler? Et comment tu t'es dit, tiens, je vais franchir le pas? Alors, moi, j'ai une facilité aussi à rentrer dans Sorare, dans le sens où je suis assez intéressé par la crypto déjà depuis pas mal d'années. Donc forcément, quand j'ai vu un projet crypto et football, forcément, ça a attiré mon œil, mon attention. Il y en a d'autres, hein, évidemment, mais celui de Sorare assez particulièrement. Dans le sens où moi c'est vrai que voilà, si je devais choisir, j'ai jamais rêvé d'être joueur de football professionnel. Je sais qu'il y a beaucoup de journalistes sportifs qui d'abord voulaient être joueurs et après au final sont devenus journalistes par défaut. Moi j'ai jamais voulu être joueur, j'ai toujours voulu être journaliste. Mais si aujourd'hui on me disait tiens, t'as la possibilité de travailler dans un club de foot, moi le poste qui me ferait le plus rêver, c'est directeur sportif. Et du coup avec Sorare j'ai l'impression de jouer les directeurs sportifs, quoi. Je m'éclate. Moi à ce niveau-là je m'éclate vraiment. Et en plus de ça, j'avais la chance d'avoir déjà investi un petit peu en Ethereum il y a quelques années. Donc du coup, j'en ai acheté quand ça ne valait pas cher du tout. Donc aujourd'hui, quand j'investis sur des cartes, j'ai pas l'impression de payer le prix fort. C'est beaucoup plus facile pour moi de pouvoir d'aller claquer. Je compte même pas en fait en euros. Je ne connais même pas le prix de mes cartes en euros. Je ne le regarde même pas. Je ne regarde que le prix en Ether en fait. Moi, mon objectif, c'est juste, j'ai tant d'Ether. Je les ai investis et je veux juste qu'à la fin de mon aventure Sorare, j'en ai plus. Voilà, ça s'arrête là. Tu as démarré, donc tu disais, il y a grosso modo une année, c'est ça? C'est quoi? C'est fin de saison dernière? Non, un an et demi. Oui, c'est ça, à peu près. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu as débarqué? Tu t'es dit quoi au départ? Tu t'es dit, tiens, il y a peut-être une opportunité. Je me suis dit déjà, on va y aller mollo. Tranquillement. Ouais. J'ai pas investi tous les Ethers que j'avais, contrairement à ce que j'ai fait maintenant. Je me suis dit, on va tester ça tranquillement, on va voir aussi si c'est vraiment solide comme projet, tout ça. J'avais eu même des possibilités d'OPSP à cette époque-là, je n'en avais pas fait. Je voulais d'abord étudier ça tranquillement, voir si c'était vraiment solide, tout ça. Je ne veux pas promouvoir n'importe quoi sur ma chaîne. J'ai testé ça. Alors à la base, j'ai été plus intéressé par l'aspect achat-revente, toujours ce côté, je joue les directeurs sportifs, le Monchi de Wish, bonsoir. Donc j'ai vraiment acheté que des cartes rares, les rouges. J'avais acheté que des cartes rares, mais qui d'ailleurs à l'époque les jaunes, les limited n'existaient pas encore. Mais que sur des paris, sur des joueurs à la relance. Tu as des idées de petits paris que tu as tenté dès le départ?
Ouais, Tu t'en totalement. Bah, souviens? par exemple, Jordan Amavi, tu vois, ça parlera Ouais. à ton public assez facilement. Bah, quand je vois qu'il est totalement barré par Sampaoli, alors que ça reste foncièrement un bon joueur de Ligue 1 quoi qu'il arrive, bah, je savais très bien en fait que à un moment donné, il allait se retrouver un nouveau point de chute et qu'il allait retrouver une certaine valeur. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je l'ai acheté. Alors je sais plus la somme, je crois que j'avais acheté 0,025 ETH et bah, dès qu'il signe à Nice, sa valeur triple. Mhm. Avant même qu'il ait joué un match, sa valeur a triplé, je l'ai revendu directement. Là, entre-temps, bah, vu qu'il joue pas tant que ça, au final, ça a un peu rebaissé. Bah voilà, je l'ai vendu à temps. Et après, j'ai fait ça avec pas mal de joueurs. Et si tu regardes aujourd'hui ma galerie, les trois quarts de mes cartes sont tournés sur de l'achat-revente. C'est que des joueurs qui ne jouent pas, jouent peu, ou alors, pour ceux pour lesquels j'ai investi un petit peu plus, par exemple, j'ai acheté Ludovic Blas, ce sont des joueurs sur lesquels je suis assez persuadé du potentiel et je me dis, ok, ils sont sur une pente ascendante, ça devrait monter. À Ludovic Blas, si ça signe en première ligue, je sais pas, un bon club, à Aston Villa par exemple la saison prochaine, ça m'étonnerait pas. Tu vois. Donc, dans un premier temps, j'ai fait ça. J'ai fait ça pendant un an, que de l'achat-revente. De temps en temps, j'arrivais à gratter quelques récompenses via les Game Week. Mais comme mon effectif était extrêmement instable, j'en ai pas eu tant que ça. Ouais. Vu que il y avait beaucoup trop de mouvements et beaucoup de joueurs aussi qui ne jouaient pas pendant de longues périodes. Et à la fin de cette première année, j'ai vu que mon investissement de départ avait grimpé de 50%. Là, autant dire que j'étais quand même assez convaincu. Et je me suis dit, ok, on va investir plus. Donc, j'ai continué avec cette stratégie d'achat-revente. J'ai acheté plus de cartes rares. Et j'ai enfin acheté des équipes, là beaucoup plus tournées vers la performance, en limited. Là, je me suis monté deux équipes, une équipe pour c'est le All-Star, et une équipe pour le championnat U23. Et là, pour le coup, j'ai acheté des valeurs sûres, même si ça reste d'assez jeunes joueurs, par exemple Vitinha de Porto. Moi, après, je suis Tiens, on va aller très voir spécialisé ça. dans le C'est foot quoi ton portugais. pseudo Alors, mon pseudo, c'est XANDRINHO. Sandrinho, c'est ça? Chandrinho, avec l'accent portugais. Et tu as un Cristiano Ronaldo qui porte un. Avec la Ligue des Nations, ce fabuleux trophée, bien sûr. Ligue des Nations. La tête que fait Ronaldo sur cette photo me fume totalement. Je suis très fan. C'est vrai qu'il y a de quoi. Alors tiens, on va aller regarder un peu tes cartes. Tout d'abord, tiens, on va aller chercher au niveau des rares. On va voir un peu. Ah tiens, Tu Paul remarqueras Lirola. que le Niçois que je suis a quand même des Marseillais, tu vois. Ouais, je vois. On a tenté des petits paris. Là, Mais tiens, pareil, on en tu a vois, parlé. un Alvaro, tu sais très bien qu'un Alvaro, ça va se retrouver l'année prochaine dans un petit club espagnol tranquillement, ça va redevenir titulaire et hop, ça fera minimum x2. Bounassar, Ludovic Blas, tu en parlais. Mami Touré, tiens, Le fameux. qui Ouais, est Mami toujours Touré là. qui joue très peu cette saison à Francfort. C'est Pareil, vrai. c'est le genre de mec, je le vois bien revenir en Ligue 1 la saison prochaine ou se relancer en Bundesliga. Ouais, et on est allé chercher un Alexandro à la Juve, Alex Telles qui est pas terrible hein, avec Manchester United. Non, mais je mise très fortement sur un départ. On a carrément deux Manolas, on veut être sûr de. Ça c'est mon flop pour le coup. J'ai 3 flops même sur Sorare pour l'instant. C'est Manolas que j'ai acheté, pareil avec cette logique. Tiens, il perd sa place à Naples. Bon, c'est le genre de mec qui va se relancer, qui va se trouver un nouveau club. C'est connu, c'est solide. Sauf qu'en fait, il s'est relancé à l'Olympiakos et le championnat grec n'est pas couvert sur Sorare. Donc du coup, il vaut plus grand chose aujourd'hui. Ça c'est un de mes flops. Et alors là, on voit on va regarder tes cartes limited où tu as dit que tu es plus dans la performance. Ouais. Et là, on voit que tu as vraiment du top. Ndika, bon, c'est bien sûr c'est top avec Francfort. C'est le dernier que j'ai acheté celui-là. Très cher. Non, mais les prix sont très peu chers en ce moment. Oui. D'ailleurs, pour ceux qui se lancent sur Sorare, lancez-vous maintenant. Parce que là, les prix sont pas chers vu qu'il y a plus beaucoup de matchs à jouer. Donc, les gens achètent moins. Donc, les prix baissent. C'est logique. La saison dernière, ça a fait exactement la même chose. J'ai vu beaucoup de gens, notamment sur Twitter, qui s'inquiétaient. Ah, mes cartes, leurs prix ont baissé. Je comprends pas. C'est comme ça à chaque fin de saison. C'est normal. L'offre et la demande. D'ailleurs, vous regardez les prix des cartes américaines et asiatiques. Elles ont gonflé.
parce que ce sont les seuls championnats qui vont se jouer pendant tout l'été. Il n'y a rien d'anormal, donc profitez-en maintenant pour monter vos équipes. Tiens, ben voilà, on répond à Joe Batman sur le chat qui nous demandait un peu c'est quoi le pseudo d'Alex. On le voit, non seulement son pseudo, et puis on voit aussi ses cartes, et puis tu es allé chercher aussi Okoye qui est un super goal, jeune gardien du Sparta. Je l'ai vu jouer une fois. Ouais. Et je trouve que ouais, effectivement, ça peut être normalement une valeur sûre. Okafor, bien sûr, avec Salzbourg. Okafor, c'est un crack. Incroyable. En plus, il est milieu de terrain, mais il a des stats d'attaquant, donc du coup, il performe à chaque fois. C'est génial. Oui, mais regarde son poste sur la carte. Ouais, je sais. Il y a des. Alors, des fois, il faut faire attention. Je le dis pour ceux qui nous regardent. Regardez, par exemple, pour un Sanji Thunder, les premières cartes ont été éditées, il était milieu de terrain, et maintenant, elles sont éditées pour un Sanji Thunder attaquant. Donc, faites attention. Ouais. Vous pouvez acheter une carte attaquant au milieu de terrain. Dans certaines stratégies, certains préfèrent l'avoir en attaquant. Mais d'une manière générale, c'est quand même mieux d'avoir un attaquant au milieu de terrain. Ça permet de mettre un autre attaquant. Peut-être, pourquoi pas, même 3 attaquants. Donc, c'est vrai que c'est la manière de contourner un peu les choses. C'est pas mal. Ah oui, Taremi, c'est un buteur quand même régulier à Porto. Darwin Nunez. Ah oui. Ouais. Serge Gnabry. Oui, on est allé chercher des valeurs sûres. Skriniar, exactement. Aussi de l'Inter. Et donc, avec ça, tu fais, puisqu'on va en limited, 17 cartes, tu fais quoi? Du Champion Europe? C'est ça, j'ai plus les noms exacts en tête. Champion Europe et U23. U23, et oui, ça te permet, oui, avec des joueurs un peu de Salzbourg, Darwin encore qui peut y être, Darwin Nunez, bien sûr. Ça te permet effectivement de voir tout ça. Et effectivement, tu le disais, le prix des cartes baisse, ça va remonter. Et c'est vrai que comme c'est la première saison des Limited, on voit que ils sont pas encore arrivés au bout et on n'écoule pas les 1000 cartes de chaque joueur sur la saison. Mais le nombre de joueurs à Sorare augmentant avec une croissance assez forte, une croissance mensuelle assez forte, on peut se dire que la saison prochaine, ça sera un cas. Voilà, on se dit, on est monté dans le train Sorare maintenant, et on sait que ces cartes-là, voilà, quand tu prends un Okafor, tu te dis, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ça sera difficile d'avoir un Okafor sur le marché parce qu'il sera bon, mais parce qu'aussi il y aura beaucoup plus de joueurs Sorare et beaucoup plus de gens, bien sûr, qui penseront à aller chercher Okafor, c'est ça? Ouais. Il y a ça. Après, moi, j'ai une vision assez court-termiste, hein, honnêtement. Je suis toujours dans une idée de faire de l'achat-revente quoi qu'il arrive. C'est peut-être aussi mon côté portugais. Hein, on aime bien l'achat-revente. D'ailleurs, tu vois les cartes, ça trompe pas. Hein. On a du Sporting, on a du Porto, on a du Benfica. Après, je profite. Hein. J'ai une spécialisation, donc forcément, ça me donne un avantage compétitif. Ça me permet de miser sur des joueurs dont je suis persuadé du niveau. J'essaie toujours il y a les joueurs méconnus que j'ai. C'est des récompenses en fait. Hein. Là, l'asiatique tout en bas, je ne sais même pas son nom. C'est des joueurs que j'ai eu en récompense. Sinon, en fait, j'essaie toujours d'investir sur des joueurs que je connais vraiment, que je vois jouer, que j'ai vu jouer assez régulièrement pour avoir un véritable avis. Je me base pas que sur la hype ou quoi que ce soit. Comme ça, au moins, je sais dans quoi j'investis et je suis assez tranquille. Mais tu vois, si j'ai des cartes qui font x2, x3, honnêtement, je vais pas attendre 3 ans dans l'espoir que peut-être il fait x10. Parce que s'il faut, dans 3 ans, il s'est fait 3 fois les croisés et on n'en parle plus du mec. Évidemment. Tiens, je te montre ma partie. Moi aussi, je suis allé chercher des mecs du championnat portugais. Alors moi, je suis vraiment sur les limited, même si je commence un peu à m'expérimenter sur les rares. Vertonghen, ça a été une de mes premières cartes. C'est pas mal, hein, Vertonghen, il fait une super saison. Ouais, ça performe bien. Je te cache pas que je l'ai avant tout vu en Ligue des Champions. Et je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Et j'ai l'impression que même s'il a 34 ans, il est parti pour faire la saison prochaine. Alors, je suis allé regarder un peu dans Abola ce que ça en disait. Et, à voir, parce que Benfica, là, je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements cet été. Là, il y a un nouveau coach qui arrive. Et ils ont une gestion des Oui, Roger Schmidt. Ils ont une gestion assez dispendieuse sur ces 2 dernières saisons et là, je pense qu'ils vont devoir un petit peu se séparer de pas mal de joueurs, essayer d'économiser des salaires. Donc, à mon avis, des Vertonghen, des Otamendi, s'ils ont moyen de s'en séparer pour économiser des gros salaires, je pense qu'ils le feront. Écoute, on verra bien, mais c'est vrai que voilà, tu vois, c'est un exemple type. Moi, quand j'ai des rewards,
eh ben, j'essaie de les grouper, de faire en fait des trades. Vu qu'on est sur une fin de saison et qu'il y a des prix qui baissent de partout, plutôt que de les vendre, je préfère les trader en me disant, en mettant par exemple, en essayant de mettre un lot de 3 face à un joueur un peu meilleur en valeur. Et je me dis, comme tous les joueurs baissent, le mec avec qui je fais une transaction, il n'est pas perdant non plus. Limite, si lui il est dans une logique financière, il va se dire, bah, si j'ai 3 mecs et que les 3 mecs reprennent de la valeur au marché, je vais multiplier la valeur par 3. C'est un truc que je fais pas trop, effectivement. Les échanges, c'est même pas trop, c'est même pas du tout. Hein. J'en ai pas fait d'échanges depuis que j'ai commencé cette partie. J'ai eu des offres, mais à chaque fois, j'ai trouvé ça un peu léger. Mais c'est vrai que ça peut être une solution intéressante, ouais. Faudrait que j'y pense de temps en temps. Voilà, d'aller chercher comme ça un peu de monter en gamme sur ces joueurs-là. David Neres, tiens, qui va normalement, on en parle beaucoup à Benfica, pareil, si je me fie à Oui, c'est vrai. ce que j'ai lu dans Abola. Voilà, ça fait partie de ces mecs-là. Je suis allé le chercher. Un mec le mettait en vente. Je lui ai proposé. Ouais, Kosono Odilon, c'est pas mal ça. Hein. J'ai bien aimé aussi, mais c'est pareil. C'est-à-dire, ça, c'est des mecs que j'arrive à trader en proposant un prix, en voyant le prix de vente de la carte et en mettant un ou deux mecs dans le cornet et puis pour réduire le prix avec une ou deux rewards, et ça me permet de l'avoir à un tarif un peu sympa. J'ai d'autres joueurs portugais. Ben oui, j'ai Chancel Mbemba. Alors c'est bon vieux Chancel. Il va plus être au Portugal pour longtemps, hein, si on se fie à certaines rumeurs, mais très très fiable. Ça, c'est même pas des rumeurs, c'est qu'il est en fin de contrat et il a refusé de prolonger. Donc à partir de là, cet été, c'est sûr qu'il part. Hein. À part vraiment retournement de situation et qu'il prolonge son contrat les dernières minutes, mais a priori ça part. Après, où ça part, pour l'instant, j'ai rien vu là-dessus. Le mec qui est supporter, Coates, c'est pas mal ça aussi. Coates, ouais, voilà, ça je trouve que c'est vraiment génial. C'est-à-dire que c'est vraiment un défenseur qui a de super notes, qui marque des buts. Voilà, donc ça coûte un peu plus cher, mais franchement, ça les vaut. Ouais, t'as une belle petite galerie hein, en limited, là, t'es pas mal. Hein. Et en rare, t'as rien? Et en rare, alors voilà, je suis sur un développement. Hop, on va le voir là. Oh, la carte Luis Diaz. Il y a des aussi un peu sympa, mais voilà, on est plus sur une stratégie de se développer, d'aller chercher des paliers, d'aller chercher ces choses-là. Tu l'as chopé à combien la carte Luis Diaz en Ether? Ça fait partie d'échanges beaucoup plus global avec un autre manager sur des cartes limited et sur des futurs rewards, donc c'est pas vraiment quantifiable comme ça. Mais oui, l'idée c'est d'aller chercher, de voir un peu. Bon, après j'ai beaucoup forcément de joueurs de l'OM. J'ai gardé Nuno Santos du Sporting. J'aime beaucoup. Alors, tu vois, on est sur le cas inverse là de ce qu'on a vu tout à l'heure avec Okafor. C'est-à-dire qu'Okafor, on se dit on a un milieu qui joue attaquant. Ouais. Et en fait, on a totalement l'inverse avec Nuno Santos, c'est-à-dire que c'est un attaquant, mais en fait qui a été reconverti ailier, piston gauche, piston même maintenant, latéral gauche, mais si on est un peu plus méchant. Mais du coup, il a de super notes. Et ouais, donc du coup, c'est intéressant parce que bon, il arrive à être décisif quand même assez souvent. Et du coup, dans une optique d'aller chercher des points, quand tu as des milieux qui marquent, des fois c'est bien parce que des fois tu vas mettre un attaquant. Chez Onuachu par exemple de Genk, et c'est un attaquant qui, quand il marque pas, va avoir une note pas top. Alors que Nuno Santos, s'il marque pas, parce qu'il va toucher des ballons, parce qu'il va avoir une activité, parce qu'il va être aussi jugé dans Sora. C'est ce qu'on nous dit d'ailleurs sur le chat, que les mecs sont aussi jugés en fonction des postes auxquels ils jouent. Et c'est top. Il a des notes plutôt sympas. Donc au final, si tu es dans une optique de dire c'est les autres qui vont performer, tu limites entre guillemets les risques sur un Nuno Santos qui va forcément te ramener, qui va avoir une moyenne de points. Il va te sécuriser, on va dire, un peu plus que d'autres attaquants où c'est à qui tout double. C'est soit il marque, soit il marque pas. Ok, je vois. Après, je te dis pas. Parce que j'aurais tendance à dire que c'est le mauvais plan, quoi. L'attaquant repositionné défenseur. Dans certains cas, ça peut être intéressant. Tu sais, moi, c'est dans cette logique où en fait, il intègre des équipes qui sont pas mes équipes prioritaires. C'est-à-dire, j'essaie de proposer
chaque Game Week, une équipe en U23, une équipe Champion Europe, une équipe Challenger. Et lui, il va intégrer des équipes, spécialistes ou underdog ou des équipes que je fais pas en premier. Mais du coup, il va être utile là où, alors après, je te dis pas, c'est sûr, je te dis pas, c'est l'affaire du siècle, échange-moi-le contre Darwin Nunez. Effectivement, on est d'accord. Mais je trouve qu'il a un ratio rentabilité et en termes de notes par rapport à son prix qui est assez intéressant. Voilà, il faut y penser, il faut mettre un peu de tout dans sa Oui, non, mais galerie. des fois, c'est bien d'avoir des joueurs comme ça. Tu as des petites valeurs sûres qui vont t'assurer un petit 50, 60 à chaque match. Et ça, c'est vrai que C'est c'est ça. appréciable. Moi, si j'ai une carte comme ça, c'est une récompense. Un joueur que je connaissais pas du tout. Un Brésilien qui s'appelle Lucas Fernandes, qui joue au. Je sais plus. Corée ou Japon. Sapporo, je crois que c'est Japon. Bref, en Asie. Et je connaissais pas du tout, sauf qu'en fait, je regarde ses stats et le mec est hyper régulier. Et très souvent, je l'ai mis à la place, par exemple, quand Oussem Aouar ne jouait plus du tout, j'étais bien content de l'avoir, le Lucas Fernandes. Ouais, non, c'est sûr. Surtout que, enfin, on est beaucoup sur. Je le cherche dans ta galerie. Tu l'as là, ouais, Il est j'ai là. entre les deux Manolas. Il a une tête de mec pas trop content. Un mec qui a une dette de jeu, visiblement. Et, et effectivement, non, c'est sûr que des fois, il y a des joueurs où on a. On est en train de se dire ce mec-là, mais moi je suis championnat européen, qu'est-ce que je vais faire de ce type et tout. Et puis en fait, ça sert quand voilà, il y a des équipes parce que quand tu fais des U23, c'est toute région confondue. Quand tu fais de l'underdog, tout ça, tu as toute région confondue. Donc c'est bien aussi de penser à ces cartes-là qui peuvent être plus utiles que ce qu'elles n'y paraît. Et il faut pas chercher forcément à les revendre comme ça de suite pour rien. Bah ouais. Ouais, non, mais c'est clair. Moi, j'ai tendance toujours un petit peu à voir aussi le prix, tout ça. Tu regardes sur Sorare Data, je pense que tu connais. Ouais, Tu regardes un bien petit sûr. peu sur Sorare Data, tu vois ses notes, tu vois sa valeur. Si tu vois que par contre le mec il a une valeur qu'il a jamais atteinte avant, bon bah oui, tu la vends, tu vois. Mais lui il reste à un prix moyen la plupart du temps. Il est performant. Je me dis bon bah y a pas d'urgence de le vendre. Il me fait des notes. Bon, je garde. Hein, dans la rotation, c'est très bien. Alex, Ouais. avant de se quitter, dis-moi un peu quels sont tes objectifs, là, tes perspectives avec Sorare. Tu restes sur de l'achat-revente, là, la prochaine saison. Il y a un petit délire, il y a un truc, tu as envie d'aller chercher des. Comment tu vois le truc? Tiens, tu vas gérer ton intersaison aussi. Tu as vécu ça, toi, la saison dernière. Ouais. Comment on vit un peu le marché? On sait qu'avec Sorare, on vit différemment les matchs. Ouais. Parce que maintenant, on a sa petite appli sur Radata, on check un peu les scores, on se dit, tiens, lui, c'est pas mal, là, il y a ci, là, il y a ça. Est-ce que avec Sorare Data, avec Sorare, on vit aussi différemment le mercato? Avec ses cartes, en se disant, Ben, tiens, lui, il va peut-être aller là, du coup, ça change mes plans parce qu'il passe de Challenger à Champions. et écoute, moi, j'ai envie de te dire pas tant que ça. Dans le sens où pour moi, le mercato, c'est maintenant. Tu vois, là, j'ai voulu me faire des équipes. Je les ai faites maintenant, encore une fois. Le prix, c'est quand le prix est bas qu'il faut acheter, hein, c'est imparable. Donc, moi, le mercato, c'est maintenant. Là où je vais surveiller particulièrement le vrai mercato, c'est par rapport à mes cartes rares, pour voir les joueurs que j'ai et qui sont en galère. Est-ce qu'ils vont réussir à se trouver un nouveau point de chute? Est-ce que là, leur valeur ne va pas augmenter? Et là, ça va être intéressant. Mais stratégiquement, donc le mercato ne changera rien, en tout cas dans mes plans. Là, pour l'instant, je suis toujours dans une phase où j'essaye d'accumuler, j'essaie de me faire un gros budget. Avec d'un côté l'achat-revente de cartes rares et l'obtention de rewards avec mes cartes limited. Et je dirais qu'à la fin de la saison prochaine, si tout se passe bien, j'espère pouvoir monter une beaucoup plus grosse équipe en rare pour pouvoir avoir plus de récompenses plus intéressantes, puisque en limited, comme son nom l'indique, ça reste quand même assez limité. Écoute, merci beaucoup. On reviendra te voir bien avant. Tu nous diras un peu Avec plaisir. Où tu t'en sors. Merci beaucoup, Alex. On se retrouve donc très vite. Et puis, on te retrouve sur ta chaîne YouTube, ta chaîne Twitch. On peut te suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter notamment. Pour Alex de Castro, vous tapez, c'est tout simple.
de ton actu. Avec grand plaisir. Merci Alex, à bientôt. Merci Romain, à la prochaine et bon courage pour ce soir. Salut, merci. Ouais, vous voyez, il peut être niçois et souhaiter bon courage à l'Olympique de Marseille. Je regarde un peu vos messages avant d'accueillir Samy qui va venir avec nous. Je regarde un peu. Dieng, ce soir, ton équipe en Champions Europe est très belle, Romain. Merci Alrive. Voilà, je l'avais senti ce petit coup de Dieng. On nous parle aussi, Dieng, il vaut quoi le petit jeune du Havre? Il n'y a pas les équipes de Ligue 2 dans ce soir, donc il va falloir attendre qu'il signe à l'OM, Isaac Touré, pour voir un peu ce que ça donne dans Sorare. Samy, est-ce que tu es avec nous? Oui, ouais. Romain, comment tu vas? Comment ça va? Ça va très bien, franchement ça va très bien, voilà. Merci, et toi? Après un supporter niçois, je reçois un supporter parisien pour une demi-finale de Coupe d'Europe de l'OM, voilà, c'est très très bien. Voilà, ouais. Moi je suis dans que je vais traiter ce soir. Je suis sur une émission et on va faire un débrief. Mais attends, moi je suis pas anti-OM, hein. Je suis fan du PSG depuis tout petit, mais en Europe, et je sais que ça peut être rare, je suis pas un supporter énervé, j'ai pas de rancœur. Quand il y a PSG-OM, forcément je suis pour le PSG, mais je suis pas du genre à souhaiter vraiment du mal de l'Olympique de Marseille. Je te dis en toute honnêteté, moi le foot français passe avant tout, et j'ai vibré en 2017 le 5-2 face à Leipzig par exemple. Moi je me suis levé de mon fauteuil en toute honnêteté, hein, il n'y a pas de honte. Moi j'adore aussi quand l'OM peut gagner. Ce soir j'espère sincèrement, parce qu'en plus je ferai une meilleure émission si l'OM passe en finale, parce que voilà, je veux que le foot français resplendisse, et j'espère que ça va passer. J'ai hâte, en tout cas je suis très hypé par le match. C'est quoi? C'est avec le Club des 5? Avec le Club des 5, ouais. Super. Alors, vous les avez souvent retrouvés sur le Phocéen. Vous mettez les extraits avec notamment Nicolas Kyoko sur l'Olympique de Marseille. Et ben, il y aura Nico ce soir. Dans les différents apps, bien sûr. Mais alors, on était avec Alex et on parlait de tous ces formats-là, qui sont des nouveaux formats et nouveaux modes de consommation du football qui sont très sympas. Il y a du bon, il y a du moins bon avec la redéfinition, on va dire, du panorama du football. C'est vrai qu'avant, on avait des superbes émissions, on pouvait retrouver tous les matchs aux mêmes endroits. Mais c'est plus le cas avec l'éclatement de toutes les chaînes et compagnie. Donc, il y a vraiment du moins bon par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais voilà, la culture générale football augmente aussi parce qu'il y a des programmes comme le Club des 5, tout ça. Moi, je vois... je trouve que c'est voilà, une émission, je te le dis, on prend 2 minutes pour en parler avant d'évoquer Sorare, mais... c'est vraiment un truc top et de me dire que des mecs qui commencent à s'intéresser au foot, moi j'aurais aimé être au collège et avoir en libre accès comme ça sur YouTube quand je rentre chez moi le soir, que j'ai bien fait mes devoirs. Attention, faites bien vos devoirs si vous êtes au collège. Une fois que c'est fait, d'avoir un club des 5 à dispo pour comprendre le football, je trouve que c'est top ce que vous proposez. Donc voilà, bravo à vous. Et bonne chance pour le match de ce soir. Samy, tu es avec nous aussi pour parler de Sorare. Alors, tu n'as pas encore basculé dans Sorare, mais parce que tu traites l'actualité du football au quotidien, tu en as forcément entendu parler. Dis-moi ce que ça t'évoque. Dis-moi, voilà, quels ont été les éventuels freins, les choses qui ont attiré ta curiosité, voilà, sur ce concept quand tu en as entendu parler. Bah, tu l'as dit, vu que je travaille dans le monde du foot, forcément, oui, j'ai eu écho de ça, j'ai suivi ça un peu de loin, tu vois, je m'y suis intéressé, comme je te le disais en off, j'ai vu pas mal de reportages, j'avais vu des reportages parce que je sais que c'est une boîte française, j'avais vu aussi quand ils avaient eu pas mal d'investisseurs, la valeur avait augmenté. Voilà, je suivais de loin. Et moi, franchement, de loin, je voyais des cartes, je voyais des joueurs. Ça ressemblait un peu à un fut un peu. Ça ressemblait un peu. C'est le même principe de couleur et de valeur de carte un peu que sur FIFA. Donc, je suivais ça de loin. Et puis, petit à petit, voilà, les gens ont commencé à en parler un peu plus sur les réseaux. Les gens que je suivais aussi parlaient beaucoup plus de Sorare. Alex, vu que je travaille aussi beaucoup avec Alex, je voyais aussi, j'ai vu sa fameuse vidéo, je vous la conseille. Donc voilà, je me suis un petit peu penché dessus. J'ai des amis aussi, que ce soit même au Club des 5, je vais pas citer de nom, mais j'ai des gens qui sont au Club des 5 et qui ont déjà investi sur Sorare. Donc oui, je me suis penché dessus. Maintenant, je regarde. Je trouve ça intéressant. Hein, je vais pas te le cacher. Moi, je trouve ça, ça m'attire. Hein. Je pense que si tu aimes le foot, si tu as grandi avec justement avec FIFA, avec Football Manager, aujourd'hui avec MPG, je suis un très grand fan de MPG. Je trouve que justement, c'est un mélange un peu entre MPG et FUT.
Donc forcément, je pense que tu peux être attiré par ça. Moi, quand on m'en parle, j'ai des étoiles dans les yeux. J'aimerais bien. En fait, j'hésite. Je t'avoue que j'hésite à me lancer, mais clairement, oui, je trouve que le concept, il est intéressant. Je pense que si tu aimes le foot et que tu as bercé dans ce que je t'ai dit auparavant, voilà, tous ces jeux, forcément, je pense que ça doit t'attirer un tout petit peu. Tiens, écoute, j'avais une image, je te la ressors. Pour moi, MPG, c'est Mario Kart. C'est-à-dire, tu as les valises, c'est un peu les carapaces rouges, les bananes et compagnie. Et Sorare, c'est Gran Turismo. C'est vraiment là dans la simulation. C'est bien dit, ouais. Et effectivement, tu peux t'éclater à fond là-dessus. Alors bien sûr, on le rappelle, ça reste aussi question d'argent, donc il faut pas faire n'importe quoi. N'importe quoi. Et d'ailleurs, la question très bête et sans tabou, c'est aussi ce qui fait que tu n'y es pas encore, c'est que tu te dis, il y a un investissement de départ. Si je veux y aller, c'est pas pour faire n'importe quoi et pour des clopinettes. C'est donc ça. j'attends le bon moment. Il y a aussi ça qui rentre en C'est jeu. ça, bien sûr que oui, bien sûr que oui. Le frein principal, c'est que je me dis, j'hésite un peu, tu vois, à investir dedans, parce que pour le moment, c'est pas encore très clair, tu vois. Hier, vu que je savais qu'on allait en parler aujourd'hui, j'en parlais avec un collègue qui lui m'a expliqué. Donc lui, il avait un avis plutôt pessimiste, plutôt négatif. Il me disait, ah moi, j'aime bien depuis 6 mois, je me renseigne dessus, mais il m'a dit que c'était très chronophage. Il m'a dit que il fallait aussi suivre le cours de l'ETH, que c'est compliqué, c'est pas que le cours de la valeur du joueur, il y a aussi le TH à prendre en fonction. Enfin, il m'a dressé quand même un portrait assez pas noir, mais assez en tout cas voilà, je me suis dit bon, on va attendre un petit peu. Mais c'est vrai que voilà, tout à l'heure aussi, j'ai appelé un autre collègue, je voulais en savoir un peu plus parce que c'était le but quand même. Je vais pas venir sans rien savoir. Et lui, par contre, lui avait déjà investi à peu près 1000 euros et la façon dont il m'en a parlé, par contre, ça m'a un petit peu plus motivé, tu vois, le côté recherche de pépites. Moi, j'adore ça, tu vois, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que j'adore aussi à MPG. On sait très bien, on va pas se voler la face, hein. Quand on fait des championnats avec 10 participants, on peut en faire que 2 par saison. Le mercato qui est intéressant, c'est celui de juillet et août, parce que c'est là où tu découvres les pépites. C'est là où si tu as suivi un peu l'intersaison, si tu connais les autres championnats, c'est là où c'est intéressant, où tu peux sortir. Moi, je me rappelle d'avoir pris Kamavinga en 2016, en 2017. J'étais comme un fou. J'avais pris Pépé, alors personne ne pensait sur lui parce qu'il avait fait une saison très moyenne. Il avait éclaté. Ekitike, je l'avais pris aussi cette saison. Donc tu vois, c'est des choses qui me plaisent. J'adore ce côté un petit peu dénicheur de pépites. Et ça correspond parfaitement à ce que mon ami m'a expliqué. Lui, par exemple, il avait pris Kaloulou en début de saison. Il l'avait eu, je crois, à 45 ou 50 euros. Et maintenant, il valait plus de 180 euros. Enfin, tu vois, c'est ce côté-là, par contre, ce côté achat, revente, avec la possibilité de dénicher des pépites, bah ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ouais, on est à fond là-dessus. D'ailleurs, je sais pas si tu parles de ça sur MPG, je sais pas si ça te le fait aussi. Mais moi aussi, je trouve que ce mercato-là, le premier mercato est le plus intéressant, surtout. Ah oui. Et je trouve que l'intérêt, c'est de jouer à 10 parce qu'il faut qu'il y ait de la concurrence et qu'il faut que t'en aies au moins 9 tu te dis potentiellement, il y en a 9 qui pensent au même truc que toi. Je sais pas si ça te le fait aussi, mais il y a l'équipe, tu sais, qui propose le site de l'équipe, qui est en partenariat avec MPG, qui proposait genre les 10 bonnes affaires à se faire. Et à chaque fois, moi, je suis dégoûté. Je clique sur cet article en tremblant parce que je me dis non, j'ai pensé à des petits plans et les 9 autres, ils vont le voir en allant tranquillement sur l'équipe alors que j'avais pensé à mes plans et ils vont me les avoir. Mais c'est ça. Mais tu sais que même la refonte de l'appli avec maintenant, je sais pas si t'as vu, mais quand tu fais un mercato, tu as tout. Avant, tu n'avais rien. Tu avais juste le nom du joueur. C'était à toi de chercher. C'était à toi de dénicher le bon joueur. Maintenant, tu as son pourcentage de titularisation, son nombre de buts, son nombre d'assists. Donc voilà, ils ont mâché le jeu. Moi, par contre, ça, je trouve ça vraiment dommageable parce que tu perds en qualité de recrutement. Il y en a, ils vont juste regarder le nombre de buts, le nombre de passes décisives, s'il est souvent titulaire. Tu sais, il n'y a plus le petit joueur que tu vas chercher, que personne ne connaissait, qui jouait latéral gauche à Lorient ou tu vois, ou défenseur central à Clermont, que vraiment personne ne suivait. Là, maintenant, tu as trop d'infos et ça a perdu en valeur. Et donc, c'est un petit peu, ça rejoint le même principe que l'équipe qui va te sortir les 10 meilleurs joueurs à suivre, tu vois. Dans les coups comme ça, j'étais allé chercher notre ami Damien Le Tallec quand il était revenu en France, à Montpellier, un défenseur buteur, et je l'avais eu bien sûr cote à 1. Et après, par contre, c'est du coup le défaut. C'est magnifique ça.
c'est que quand t'es un joueur d'MPG comme ça, tu es tellement focalisé sur ces mecs à 1 que tu fais grimper, que tu en oublies aussi la performance et tu te retrouves à 6-7 matchs de la saison à avoir tout revendu une fois qu'il y a une mise à jour et tu te retrouves avec 200 millions mais qui te servent à pas grand chose au final parce que tout a été acheté, tu as déjà 25 mecs dans ton effectif. Alors t'as fait une finance, des finances de feu, mais au classement, des mecs qui ont gardé les mêmes mecs devant, eh ben, ils finissent des fois devant toi et tu es pas champion à chaque fois, même si tu es un bon dénicheur de talent, effectivement. C'est sûr. C'est un peu pareil à Sora. Il y a un autre principe à Sora qui est un peu le même MPG, c'est que c'est du coup la crainte, mais là c'est bien plus fatal, c'est la crainte d'avoir un joueur qui joue pas. Puisqu'à Sora, tu fais des équipes de 5. Si un de tes mecs joue pas et à 0, il n'y a pas un remplaçant qui rentre comme un MPG, c'est que tu as 0 points, c'est un 0 pointé. Donc du coup, il y a cette crainte-là. Est-ce que ça fait partie aussi de ce petit culte que tu as et qui peut te plaisir de voilà d'aller trouver je montrais en début d'émission la compo que j'avais faite là parce que j'ai pas mal de cartes de joueurs de l'OM, donc je me suis là pour cette Game Week, j'ai proposé un 5, une équipe de 5 avec Bamba Dieng et j'ai pas mis Milik parce que je sentais que Bamba Dieng allait être titulaire. Et ça a de vraies conséquences directes. Est-ce que toi aussi, c'est ce petit frisson-là de savoir aller dénicher, à éviter les suspendus, les blessés, voilà, aller un peu à cette pêche aux infos à ce niveau-là aussi, ça fait partie de l'excitation, ça aussi. Mais c'est ça. Moi, je te dis, je n'y joue pas, mais quand on me le raconte, quand on m'en parle, ouais, je trouve ça excitant. Il y a une petite prise de risque. C'est des vrais paris, là, et ça paye. Et comme tu l'as dit, il n'y a pas de remplaçant. C'est 5 noms, 5 joueurs, et tu peux pas faire plus. Si tu te trompes, voilà, les points ne rentrent pas, donc forcément, tu pars avec un désavantage. Encore une fois, je parlais avec mon ami. Lui, il avait misé sur Carrasco. C'est une des cartes qu'il avait acheté les plus chères. Et depuis qu'il a acheté, le gars, il est plus titulaire. Donc tu vois, tu peux pas avoir de la chance à 100%. Il a eu bon sur Kaloulou, mais il a pas eu bon sur Carrasco. Mais moi, je trouve ça excitant personnellement. Moi, je te jure que quand il m'en parlait tout à l'heure, j'avais des étoiles dans les yeux parce que je m'imaginais, pour te dire, hein, vraiment, ça m'a un petit peu matrixé. Je m'imaginais déjà des futurs joueurs, tu vois, parce que moi, je suis très Ligue 1, je suis très football africain aussi. Ouais. Donc je sais pas si le football africain est encore est dedans. Je sais pas vraiment. Je connais pas le nombre de championnats qui sont inclus. À droite à gauche. D'accord, mais je pense que peut-être qu'un jour ça arrivera, mais oui, ou alors attendre des transferts. Donc tu vois, ça pourrait me servir. Mais par exemple, en Ligue 1, moi je suis vraiment un grand fan de Ligue 1. Depuis tout petit, tout de suite j'ai pensé, tu vois, j'ai eu un nom, je me suis dit, Marcus Coco par exemple. Tu vois, Marcus Coco, pour moi c'est un bon joueur, un joueur qui s'était fait les croisés, qui a disparu. Il a marqué, je crois, récemment, peut-être le week-end dernier ou il y a 2 semaines, je sais plus exactement. Mais typiquement, tu vois, ça m'est venu en tête, je me suis dit, tu vois, Marcus Coco, pour la saison prochaine, je suis convaincu que, tu vois, c'est un prospect, que ce soit à Nantes ou ailleurs, tu vois, il peut être transféré, mais je pense qu'il restera en Ligue 1. Mais tu vois, c'est typiquement le type de joueur. Et tu vois, j'ai eu ce genre d'idée en tête, pour te dire tout de suite. Donc vraiment, ouais, le côté excitant, le côté trouver quelqu'un, prendre des risques, parce que t'es pas sûr que le joueur soit titulaire la saison prochaine. Donc ouais, moi franchement, je trouve ça, en tout cas, je trouve ça très, très, très attractif. Regarde, je te montre mon équipe de la semaine dernière, du week-end dernier. J'avais en Challenger Europe, c'est-à-dire c'est une équipe où tu dois proposer 5 joueurs qui jouent en Europe, mais pas dans les 5 plus grands championnats. Donc tu vas chercher des mecs de Belgique, des Pays-Bas, de Turquie. Ah oui. J'ai Anthony Maurice au goal, qui est le gardien de l'Union Saint-Gilloise. Clean sheet, il a un super score. Ouais. J'ai Vertonghen qui a fait un très bon match avec Benfica, bon score. Trezeguet, l'Égyptien qui joue à Basak Seir, qui a marqué, super score. Smolov, attaquant du Dynamo Moscou désormais, pas un super score, mais bon, ça passe. Et donc, je me suis dit, il me reste un petit Coates qui joue avec le Sporting. Et là, Coates, il est au dernier moment, il joue pas parce qu'il a un petit doute au niveau du genou. Ça me fait 0 points, alors que je l'avais mis capitaine, donc il allait avoir 30% de sa note. Je suis à 307,97 points, donc je suis hors des places où j'ai une récompense. Ouais. On va aller voir en Challenger Europe parce qu'on peut se faire mal aussi à Sora. Je vais aller regarder. Challenger Europe, je vais aller regarder un peu les mecs qui ont joué en Challenger Europe, où je me trouve avec, allez, on va dire 390 points, parce que 90 points avec les 30% de bonus, il y serait largement allé notre ami Coates. Ben voilà, tu vois, j'aurais été 115e.
Et Donc 115e, tu si rentrais je dans les regarde. points, tu rentrais dans le prize pool, d'accord. Ah ouais, j'aurais eu Oui. une belle carte, quoi. Ben, Ah là, ouais. 115e, ouais, de 21 à 120, j'avais une carte tier 1. Donc, pour te donner une idée des cartes tier 1, voilà, c'est des Luka Suzic de Salzbourg, bah, Tian Coates, Okafor, Evan Nilsson de Porto, voilà, Gonzalo Ramos de Benfica, très bon aussi. Malacia D'accord, oui. de Malasia de Feyenoord, Feyenoord, bah ouais, ouais, qu'on a vu au match aller, très bon aussi. Denis Undav, tiens, de l'Union Saint-Gilloise, voilà, des mecs comme ça. Je suis passé à côté Ouais, d'une ouais. carte comme ça parce que Alors Monsieur qu'en plus, Coates. ouais. Alors que t'avais d'autres choix à côté en plus, t'aurais pu, c'est vraiment, t'es passé. C'est ça, mais le pire, c'est que j'ai pas Ouais. aligné, par exemple, Maxime, le Roumain de Gaziantep, qui est un milieu, mais qui tire les pénaltys, qui est deuxième Mhm. attaquant, enfin voilà, et qui est un peu l'homme à tout faire, le franchise player de Gaziantep. Et je l'ai pas mis. Et tu vois, pareil, lui, je le mettais, ouais, Ah j'allais ouais. sur un de ces joueurs-là, quoi. Et je me dis, voilà, ça s'est, pouf, tout s'est envolé. Ça se Ouais, donc fout comme des quoi, c'est fois. ouais, c'est vraiment. Ouais. Voilà, Mais pour un Coates, je joue c'est ça pas. c'est ça qui rend le jeu excitant, hein. Franchement. Après Aussi, bon, bien sûr. je comprends que ça doit être frustrant parce que là tu passes pas loin. Mais d'ailleurs j'ai deux questions. Je pense que tu Je sauras suis là pour ça. y répondre. Déjà, est-ce que l'algorithme, parce que tu vois là tu m'as mis, c'était Smolov qui était à Bien 45. sûr. Ouais, J'imagine l'algorithme ressemble un peu à celui d'MPG, c'est-à-dire que un attaquant n'est pas obligé de marquer pour avoir une bonne note. Est-ce que comment dire, son contenu dans le jeu peut compter et peut faire gonfler sa note? Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, un ouais. attaquant créateur tu vois, qui fait des passes clés, pas forcément des passes D ou des buts. Ou alors est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir des stats que le joueur stat pour pouvoir, enfin je parlais des attaquants, pour avoir une bonne note. Et Il y a des stats, ma deuxième question, ouais. tu me diras, j'ai entendu une histoire, parce que donc là c'est très bien, je sais que les joueurs y jouent. J'ai entendu dire par exemple que Oui. Grisou était un grand amateur de Sorare, il avait beaucoup investi. Et j'ai aussi entendu l'histoire de Danny Blind, je sais pas si tu en as entendu parler, à Oui. l'Ajax, qui avait vendu un joueur parce que lui avait eu une info de vestiaire, parce que c'était son goal Bien sûr. titulaire. Est-ce que à terme, enfin à force, au fur et à mesure que ça va avancer, est-ce que va pas y avoir peut-être une restriction par rapport aux joueurs pro, parce que en termes d'équité, clairement, par rapport à nous lambda, eux auront des informations très très importantes, enfin des Bien informations sûr. qui leur permettront d'avoir un avantage. Est-ce que toi tu penses un peu comme en bourse ou autre, où parfois voilà il y a des interdits. Est-ce que tu penses que ça va évoluer et ils seront obligés, avec les joueurs pros, il n'y aura pas un conflit d'intérêt, quoi. Voilà, c'est mes deux questions et ça m'intéresse vraiment Écoute, d'avoir une réponse. je vais y répondre. Juste avant, je check un peu le chat et merci à vous, Diel. Je vous rappelle, d'ailleurs, vous avez le petit code d'affiliation en dessous. Si vous voulez commencer l'aventure avec le Phocéen, nous faire part voilà, de vos idées. On voit ça ensemble et de votre avancée dans cette aventure Sorare. On voit ça ensemble avec grand plaisir. Tiens, il y a des petites questions techniques propres aux Phocéens. J'y réponds vite. Samy, on nous dit salut les gars, il n'y a pas de talk show. Évidemment non, puisque c'est soir de match. On retrouvera le talk show demain à 18h sur le Phocéen. Et quelle heure l'avant-match? 1 heure avant le match. Voilà, on y est. C'est dans 1 heure aussi. Voilà. Donc voilà, soyez prêts. Alex qui nous précise, et il a bien raison, que la CAN est jouable. C'est vrai que pour la CAN, voilà, il y avait une OP Sorare et on pouvait aller spécialement pour la CAN aller chercher des joueurs. Et ça, c'est pas mal ce genre d'OP parce que ça te permet d'aller chercher, par exemple, un Mohamed Salah. Il n'y a pas encore la licence en Angleterre, il y était l'an dernier. Ça te permet d'aller chercher un Mohamed Salah au prétexte tu le prends à l'Égypte. Et après, comme le championnat anglais, par contre, et il y a les stats puisqu'elles sont couvertes par Opta, ça te permet de garder ton Mohamed Salah de Liverpool, par exemple. Ah oui. Tiens, on salue Sorare Scooter 13, infidèle, tu pourras te faire le replay, il n'y a pas de souci. Et qui nous précise pour le score, ça répond à ta première question, qui est divisé en deux. Il y a d'abord le score décisif et puis le score all-around score, comme on dit, avec des stats communes. C'est ça, moi, que j'aime beaucoup. J'en parlais, tiens, avec Thibaut Leplat, il y a quelques semaines dans Olympique Sorare. C'est que peut-être encore plus à Sorare que ce que ça l'est sur MPG. Tu es dans une équipe qui gagne, ça a son pesant de cacahuètes. Et ça fait du bien parce que ça récompense un peu l'aventure, je trouve, collective. Et je sais pas toi, mais voilà, moi le Ballon d'Or, les fameux Ballons d'Or, moi c'est le mec qui joue dans une équipe qui gagne. Tu peux pas avoir le Ballon d'Or si ton équipe s'est fait sortir, parce que le foot c'est avant tout un sport collectif. Oui. Et je trouve que
dans cette façon d'aborder quelque part un pari individuel, puisqu'on parie sur des joueurs et sur leur carrière à Sorare au lieu de sur une équipe et sur de l'immédiateté avec des paris sportifs traditionnels, on va dire ça comme ça. Ben, je trouve que c'est top d'avoir voilà cette fonction du joueur qui s'inscrit dans un collectif et ça. Après, c'est vrai qu'il y a des stats particulières et en cherchant bien, en grattant bien, tu vois des particularités, notamment sur les défenseurs qui font des passes dans le camp adverse, ça augmente drastiquement leur note. Tu vois, il y a des petites particularités à aller chercher pour les défenseurs. Après, il n'y a pas de secret, hein. Plus ton mec est décisif, plus ça marche. À noter que ceux qui provoquent là où l'écart, par exemple, il y a un écart qui est grand, alors il y en a plusieurs de nuances à prendre, mais si ton joueur fait bénéficier à son équipe d'un penalty, par exemple, ça te fait un jump bien plus conséquent qu'à MPG. Donc, D'accord. Okay. Il y a des algorithmes qui sont différents et du coup, ça t'amène à choisir tel joueur plutôt que d'autres en te disant, tiens, lui, ça réussit. Après, moi, je te cache pas que... C'est vraiment par rapport aux spécificités, quoi. Ouais, voilà. Après, c'est pour ça aussi que, mais j'ai envie de te dire, ça existe aussi à MPG. Tu as des mecs qui s'intéressent pas au foot, mais qui vont s'intéresser juste en fonction des notes et qui sont très forts parce que juste en fonction des notes et ils savent qui prendre et en évaluation des risques et autres. Oui, voilà. On les connaît, ceux qui prennent Florent Mollet, Thomasson, tout cela, on les connaît au milieu. Hein, mais ça marche aussi, tu vois, par exemple, là, dans ma partie à Sorare, je suis allé chercher Zenelli. Je ne l'ai pas payé très cher, mais vu son retour, après, moi, j'aime bien me baser aussi sur mon œil foot et vibrer avec ce que je vois. Et voilà, Zenelli, moi, je trouve que c'est un super technicien. Voilà, ben, ça m'a pas coûté grand chose. Ouais, Sorare qui nous rajoute, Sorare Scooter 13, on le remercie. Les clean sheets apportent un bonus. C'est vrai que dès que ton équipe a un clean sheet, c'est bien plus. Et par rapport à ta deuxième question sur un peu, on va dire, les délits d'initiés. Au départ, on est parti d'un principe de base qui était de dire ça pose pas de souci, comme on sait que les joueurs n'ont pas le droit de, par exemple, au pari sportif. Sorare, au début, ça n'a pas posé de soucis, parce que déjà, Sorare est arrivé, c'est une entreprise qui est arrivée en disant les amis, nous, on vient et on entend rétribuer les acteurs du foot, du monde du foot. Donc déjà, je peux te dire que les fédérations, les clubs ont commencé à dire ok, Sorare, c'est des gens cool. Ok, c'est pas les petits nouveaux qui vont faire un business parallèle avec nous, ils sont cool, ils veulent nous donner de l'argent. Donc va savoir comment, va savoir pourquoi, mais ces mecs-là t'écoutent. Donc, il y a eu ce truc-là d'abord et ils se sont dit, ben non, il n'y a pas de souci. Moi, j'en ai parlé avec des gens à la Ligue, football en me disant, tiens, qu'est-ce que vous en pensez moi, je trouve ça cool. Et vous? Et ils m'ont dit, ben, le problème, ils me disent des paris sportifs, c'est que quelque part, tu peux spéculer à la baisse. Ce que tu ne peux pas faire avec Sorare, parce qu'avec Sorare, tu achètes des joueurs et donc tu mises sur une potentielle montée en puissance de tel ou tel joueur. Donc, du coup, tu spécules pas à la baisse, donc ça ne pose pas de souci. Et j'ai dit, ah bah oui, c'est vrai, c'est pas con, c'est cool, tu vois, je suis pas allé plus loin. Et il se trouve qu'il y a quelques semaines, j'ai vu un joueur de Ligue 1 acheter un autre attaquant de Ligue 1. D'accord. Et il se trouve que là où ça m'a, d'un coup, je me suis dit, ah tiens, j'avais pas pensé à ça, c'est que l'attaquant qu'il a acheté jouait contre son équipe le week-end. Et là, je me suis dit, oh, il peut y avoir un loup, tu vois. Alors c'était, franchement, on va pas lancer des rumeurs d'achat de match et tout parce que il a acheté une carte en rare, tu vois. C'est pas non plus, il a pas mis, s'il a mis, allez, je vais dire n'importe quoi, s'il a mis 600 ou 700 euros, c'est le bout du monde. Donc tu vois, faut pas non plus faire n'importe quoi. Oui, il a pas hypothéqué sa maison. C'est même pas 1% de son salaire. Enfin voilà, tu vois, je sais pas. Mais sur le coup, je me suis dit, tiens, sans faire la lumière, j'ai pas fait le malin, ça y est, j'ai grandi, j'ai pas fait le malin à faire des captures d'écran et à mettre ça sur Twitter en disant, hey, regardez, machin. Parce que tout est visible, c'est ça. Si j'ai bien compris, tout est visible. C'est-à-dire les transactions des uns et des autres sont publiques. C'est ça. Donc moi, je suis allé voir ça par curiosité. Et quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, bon, pour le coup, c'est pas grave. Mais je me suis dit, ça me montre quand même, et ça m'a mis la puce à l'oreille de me dire, qu'est-ce qui se passe si ça se fait à plus grande échelle, quoi. Bah, oui. Et je me dis, tiens, après, je suis bien placé, étant journaliste, ayant vu ça, notamment avec le Mercato, pour dire qu'au final, les joueurs, ils en savent pas grand-chose. C'est-à-dire que des joueurs, des fois, ils pensent avoir des infos,
Et au final, c'est pas forcément la source la plus fiable parce qu'ils pensent savoir des trucs des fois. Et ils sont menés en bateau par les directeurs sportifs aussi, qui savent qu'il y a des fuites dans la presse et compagnie. Ouais. Donc, Mais pour ce qui est des blessures, moi c'est juste par rapport aux blessures, toi c'est quelque chose, souvent quand un joueur est blessé, on n'a pas vraiment, encore plus quand c'est un joueur important, on n'a pas les infos tout de suite. Et donc tu vois, ils peuvent profiter, parce que bon là tu es au contact de la personne ou autre, Bien donc sûr. tu vois, ils peuvent profiter, tu vois, parfois ça spécule 2-3 semaines et que le gars finalement il a pris 4 mois, donc tu vois, il peut jouer sur ça aussi. Tu vois, c'est juste, c'est Ouais. des infos quand même qui peuvent être importantes. Enfin, j'imagine, hein, je suis pas encore dans le jeu, mais Non, bien c'est sûr, des infos t'as raison. qui peuvent être importantes, tu vois. Parce que si tu sais qu'il va être absent 4 mois, tu vas vouloir vendre cette carte, par exemple. Et alors que les spéculations, c'est 2-3 semaines, donc tu peux avoir des acheteurs qui sont pas au courant de la vraie info. Donc, tu vois, ça peut. Bien sûr. Bien sûr. Tu Donc vois, c'est pour c'est ça, plus je pense qu'il y a une régulation nécessaire. Il y a Sora Oui, Scooter 13 qui nous dit il faudrait voir le profil d'Anthony Gauthier, savoir un peu ce qu'il a acheté. Si avant le match de dimanche dernier, il est allé acheter Dembélé, Toko et Kambi. C'est vrai que ça pourrait nous donner des indications. Mais ça. oui, il y a Cornup qui nous dit pourquoi tu cites pas le joueur en question. Je le cite pas pour pas mettre le faux bout parce que comme on dit, ce qui compte là, c'est le principe et sinon on va se focaliser sur le joueur et pas sur J'étais sûr que le chat allait réclamer du name dropping, Bien forcément. sûr, effectivement. Mais l'idée, voilà, on reste plus sur l'idée, comme on le disait, plus que de jeter Oui. un nom en pâture, comme on dit. Écoute, très bien, Samy. Ce que je te propose, c'est de revenir te voir dans quelques mois et tu me dis, tiens, si tu as franchi le pas ou pas. Bah, Je avec serais curieux plaisir. Franchement, de voir un enfin, peu je suis de plus en et plus si tu chaud en as tout d'autres cas. questions. Je sens que je me rapproche, de Sora et à un moment donné, je pense voilà, on va faire quelque chose. Eh bien, très bien, tu nous diras ça. Merci beaucoup. Je te Merci à laisse et vous. puis bonne C'est cool. demi-finale de Coupe Ouais, d'Europe à bon toi aussi. match. Allez, on croise les doigts. Allez, Allez, à salut à bientôt. tous. Ciao, ciao.